Bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Delphine Bourgeot, associée du cabinet Axis, donc cabinet de conseil en management de 220 collaborateurs, spécialisé dans la transformation des organisations et l'accompagnement du changement. Et nous sommes heureux de partager ce témoignage sur l'évolution de l'animation des formations. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Natal, manager chez Axis, et Stéphanie Tagère, responsable de l'accompagnement du changement chez Colas Digital Solutions. Stéphanie, je te propose que tu nous présentes rapidement Colas. Avec plaisir. Bonjour à tous. Colas est une société de travaux publics spécialisée dans la construction et la maintenance des infrastructures de transport. Donc, on parle de transport, donc on a la route, le ferroviaire, mais également le transport d'énergie comme le gaz et l'électricité. Aujourd'hui, Colas est là pour construire et entretenir ces infrastructures, mais aussi faciliter les échanges dans le monde, dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Et c'est aussi, Colas est aussi très actif dans les solutions de mobilité innovante avec des exemples comme Flowell, de la signalisation dynamique, ou Wattway, la route solaire, ou de l'éco-conception pour nos routes, avec du recyclage par exemple. Le groupe Colas et ses activités en quelques chiffres. Donc, Colas, la majeure partie de son activité, la principale activité, c'est la route, donc avec 72% de son chiffre d'affaires. Dans la route, on retrouve des activités telles que la construction ou la maintenance des routes, la création d'autoroutes, mais également de plateformes, par exemple, privées pour des entrepôts ou des hypermarchés ou supermarchés. On a également une activité de matériaux, donc d'extraction et de production de produits. Donc, ça représente à peu près 18% de notre activité aujourd'hui. 9% donc sur le ferroviaire. Quand on parle d'activité ferroviaire, donc on pense donc à la pose de voies ferrées caténaires, donc pour les trains, mais également les métros, les RER, les tramways. Donc on développe aussi, on crée aussi toutes ces infrastructures. Et enfin, une toute petite activité qui représente 1%, mais qui est importante également, qui est le transport d'énergie et d'eau. Donc là, on parle de gaz, d'électricité. Colas a un ancrage à la fois local et international. Aujourd'hui, Colas représente un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros. On est implanté à l'international et aujourd'hui, le chiffre d'affaires a basculé depuis 2-3 ans avec plus de 50% du chiffre d'affaires qui se fait à l'international. Nous sommes présents dans une cinquantaine de pays. Colas, c'est aussi 55 000 collaborateurs, dont à peu près la moitié de l'effectif en France. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, Colas, c'est 60 000 chantiers par an, avec une granulométrie qui est très large, puisqu'on va avoir des chantiers qui vont durer 2 heures pour changer un mobilier urbain, ou alors qui vont durer plusieurs années quand on construit une route ou quand on construit un tramway de départ. Donc, avec aussi une implantation qui est très locale. Aujourd'hui, on a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, 600 sites en France. Donc, on connaît bien notre ancrage local. Donc, c'est une société qui est très décentralisée avec une connaissance de ses clients. Et ça, c'est très important pour le groupe. Merci Stéphanie. Ces informations-là sont importantes pour comprendre la suite et l'ampleur du projet que vous avez mené, puisque Colas a choisi en 2013 de lancer un très gros programme de transformation de ses process et de son système d'information. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme Copernic, s'il te plaît? Ouais. Donc, un petit focus et un retour sur ce programme qui est très important chez Colas. Donc, ce projet qui a vu le jour fin 2013 faisait suite à 2 événements qui sont intervenus chez Colas. Le premier, c'était l'ERP qui devenait obsolète, donc un besoin de le changer. Et puis, la fin de la crise, avec un besoin aussi
comment dire, de mieux piloter les activités, de recentrer les activités, de simplifier aussi et d'harmoniser. Comme je vous disais avant, Colas est un groupe international très décentralisé. On avait besoin d'avoir aussi de recentrer, d'harmoniser les process. Et donc, c'est comme ça que le projet a vu le jour. C'était donc de mieux piloter les activités dans les objectifs et aussi de mieux maîtriser les coûts. Donc, aujourd'hui, dans ce projet donc, qui a vu le jour en 2013 et qui touche en fait l'intégralité de la société, c'est un projet de transformation vraiment global puisqu'on apporte des nouveaux outils, mais en fait, la plus grosse transformation, c'est qu'on va toucher au process de toute l'entreprise et on touche pratiquement tous les domaines d'activité puisqu'on va toucher l'activité des travaux, qui est le cœur du métier de Colas, les équipements, qui sont tout le matériel dont on a besoin pour faire les routes, donc les camions, les finishers, tout le matériel vraiment technique. Les industries, donc nos unités de production qui nous permettent donc d'extraire nos matériaux ou de produire les matériaux qu'on va aller mettre sur la route. Mais également le domaine de la finance, puisqu'on a l'ERP qui était une des bases des outils qui ont changé, et puis les achats. Donc, par exemple, avec les achats où on n'avait pas de filière qui existait, et on a aussi créé une filière de toutes pièces. La seule activité qui est impactée à travers ce projet, mais qui n'est pas traitée, c'est la partie RH qui est traitée dans un autre projet. Donc, ça représente aussi, pour vous donner un ordre d'idée sur la complexité, on a 8 logiciels, on a dû déployer, on est en train aussi encore de déployer 8 logiciels. Donc, ce qui rajoute une complexité à ce projet, process et outils. Donc, ce projet, il a aussi une portée internationale, puisqu'on intervient, on déploie l'outil dans toutes nos entités du groupe. Donc, on se retrouve avec les entités françaises. Donc, on a 9 filiales en France. Les entités de l'Europe centrale avec 12 pays différents. On intervient aussi en Afrique. On a donc 5 filiales en Afrique, 6 filiales dans les DOM et TOM. Et puis 3 filiales en Asie. Voilà, donc c'est vraiment une portée internationale et l'idée, c'est vraiment d'apporter ces process, ces outils pour l'ensemble du groupe et de vraiment harmoniser donc un énorme chantier de transformation. Donc, Copernic, c'est un projet qui est sur le long terme puisqu'il a commencé en 2013 et aujourd'hui, en 2022, on est toujours en phase de déploiement. Dans ce projet, on a eu différentes phases. Donc, pendant les 3 premières années, ça a été plutôt une phase de préparation et de définition des processus, donc avec des collaborateurs qui ont été mis à disposition des filiales et qui ont été à temps plein pour redéfinir ces process. Donc, des collaborateurs qui venaient de toutes les filiales représentatives de nos activités pour concevoir aussi ce socle commun. C'est la première grande transformation enfin chez Colas, où on va vers un fonctionnement commun. Colas a été quand même est une entreprise qui s'est constituée petit à petit par le rachat d'un certain nombre d'entreprises. On vient d'ailleurs d'en racheter une. Colas a acquis Destia, une société finlandaise, l'année dernière. Donc, il y a aussi ce besoin de fédérer autour d'un projet et d'aller vers des objectifs communs. La deuxième étape, ça a été le lancement des premiers déploiements en France et ensuite l'internationalisation du projet depuis 2020. Donc, un grand projet qui a besoin d'avoir une stratégie d'accompagnement du changement, de conduite du changement importante pour embarquer tout le monde, en fait, que ce soit les directions, les managers, les utilisateurs, les fédérés autour. Donc, cette démarche, elle s'est faite en plusieurs temps. Dans un premier temps, on a commencé à déployer par outil et donc à mettre en place une stratégie plus particulièrement de formation par outil qui finalement a évolué petit à petit avec l'arrivée de l'ERP, où là, on est parti sur des notions de process et donc on a organisé toute notre formation par process, mais également par collaborateur, par grande fonction.
C'est ce qui nous a conduit à faire un premier pilote, à industrialiser notre démarche jusqu'à 2020. Donc, on avait quelque chose de bien rodé avec des retours d'expérience chaque année pour améliorer à chaque fois notre démarche. Et puis en 2020, voilà, le grand chamboulement avec en mars le confinement et un déploiement qui arrivait en juillet 2020. Et là, on se dit comment fait-on? Enfin, les mois passent, les jours passent, on se dit bon, ça va réouvrir, et puis ça réouvre pas, et on se dit là, il faut trouver une solution. Puisque vous aviez basé votre stratégie d'accompagnement sur la formation présentielle. Oui, que sur du présentiel. Donc là, on se retrouve avec des formations qui durent entre 1 jour et 15 jours. Et on se dit comment on va faire si on ne peut pas arrêter les déploiements. Ça a été acté qu'on ne pouvait pas arrêter les déploiements. Donc, il faut trouver un plan B. Donc, en urgence, on se dit on fait tout à distance. Donc, tout s'est bien passé. Et donc, à partir de là, on a repensé toute notre stratégie pour justement faire du présentiel et du distanciel. Donc, notre stratégie, voilà, il faut voir que ce projet, cette démarche d'accompagnement, vraiment, on l'a construite au fur et à mesure. Et aujourd'hui aussi, on a une maturité pour pouvoir continuer en fait dans cette phase, dans cette stratégie qui est de partir vers le distanciel. À date, on a plus de 10 000 utilisateurs, enfin, on aura plus de 10 000 utilisateurs qui seront formés. Aujourd'hui, on en a 85% qui sont formés via nos déploiements. Et ce que je disais, donc on a plus de 30 parcours de formation qui existent dans notre offre de formation. Donc là, je vais laisser la parole à Robin qui va vous expliquer comment en fait on a construit, adapté, amélioré notre démarche et comment on est passé justement à cette nouvelle stratégie du distanciel. Merci beaucoup Stéphanie. Alors, tu l'as très bien introduit, mais avant que je rentre dans le détail, vraiment la méthodologie pour basculer en distanciel, je vais peut-être reprendre un peu de hauteur et replanter un peu le décor de notre méthodologie de façon un peu plus globale. Tu l'as dit, ces déploiements, en fait, ça concerne énormément d'utilisateurs, énormément de filiales différentes. Donc, pour ce faire, on a nécessairement besoin d'une organisation qui soit très bien huilée. Concrètement, sur une année calendaire, on a 2 vagues de déploiement par an, généralement une par semestre, en janvier et en juillet. Et à chaque fois, en fait, on a la même organisation. On travaille vraiment sur un rétro-planning à 12 mois. Donc, vous voyez, ici, sur cette première phase, on est vraiment sur un... C'est bon ? Le micro. Vas-y. Désolé, on a une petite interruption technique, c'est pas grave, on va reprendre. Je ne sais plus exactement où vous m'avez perdu, mais j'étais en train de l'expliquer. On avait cette partie vraiment préparatoire pour chacun des déploiements. On prépare le projet, on évalue la nature des impacts, voilà un petit peu quelle est l'analyse d'écart et comment est-ce qu'on va devoir adapter un petit peu notre modèle. On enclenche vraiment toute une mécanique de communication, d'embarquement, c'est comme ça qu'on l'appelle au sein du projet. Donc, on va présenter, encore une fois, par domaine métier, les grands changements. Qu'est-ce qui va changer demain dans votre quotidien? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui vont faire évoluer votre poste, votre travail au quotidien? Évidemment, les formations utilisateurs qu'on essaie toujours de positionner au plus près du déploiement des outils. Et tu l'as très justement dit, Stéphanie, l'intérêt justement d'avoir plusieurs vagues comme ça et de répliquer ce schéma d'année en année, nous, ça nous permet de le peaufiner en fait. Chaque année, on va vraiment capitaliser sur les retours du terrain. On va faire des ateliers de retour d'expérience. Les outils aussi continuent à évoluer. Sur un projet de 10 ans, forcément, ça continue à vivre. Et donc ça nous permet d'être constamment dans une démarche d'amélioration continue. On a ce modèle standardisé, industrialisé, mais qui continue à se peaufiner au fur et à mesure des années. Et qui évolue avec la maturité de l'entreprise. Exactement. Maintenant, du coup, si je rentre un petit peu plus dans le sujet du distanciel, et tu l'avais bien introduit tout à l'heure, Stéphanie, je fais un petit retour en arrière, mais je pense que tout le monde se souvient bien de la situation il y a tout pile 2 ans. Donc, nous sommes au printemps 2020. Et comme tu le disais, à cette date-là, nous avions en ligne de mire des déploiements pour le mois de juillet. Gros challenge, puisqu'on démarrait les déploiements à l'international. On avait par exemple un déploiement en Afrique du Sud.
vous doutez bien qu'avec le confinement et toutes les réglementations en vigueur à ce moment-là, on se rend compte qu'on va pas pouvoir se rendre à l'étranger, les frontières sont fermées, on est tous confinés. Et donc, voilà, on prend conscience de la situation et on se dit, il faut tout de suite réagir. Et finalement, on bascule toutes nos formations en format distanciel. Et j'insiste sur ce mot basculer, puisque à cette date-là, on est quand même pris par le temps. Et finalement, on transpose un petit peu tel quel nos formations. Mais finalement, dès le mois de juillet, on prend quand même conscience de la situation. Et on se dit que dans quelques mois, en décembre 2020, janvier 2021, on a le plus gros déploiement à venir sur le projet. On va déployer plus de 3000 personnes en janvier 2021. Et on commence à se dire, on ne sait pas vraiment combien de temps va durer cette crise sanitaire. On va commencer à travailler un plan B. À ce moment-là, on l'appelle plan B parce qu'on se dit, bon, voilà, c'est l'été, ça a l'air de redescendre un petit peu, on va peut-être s'en sortir. On commence à travailler un certain nombre d'hypothèses, chercher un peu de nouvelles façons de travailler notre formation. Et au retour des congés, en septembre, je pense que nous, on prend un peu conscience de la potentielle durée de cette crise sanitaire. Il faut vous remettre un peu dans le contexte, ça paraît évident, là, 1 an et demi après. Mais à ce moment-là, en fait, on est beaucoup à se dire, non, mais en fait, c'est peut-être fini. Et nous, quand on prend ce pari-là, quand on se dit, non, allez, on y va, on fait du 100% distanciel et on se donne les moyens et on se donne le temps de faire une formation distancielle de qualité. C'est pas qu'on nous prend pour des fous, mais c'est vraiment un pari. C'est un pari très, très fort. Mais nous, on y va à fond et on se dit, ok, on refond complètement notre façon de faire. On va vraiment travailler un vrai modèle de formation distancielle. Je vais rentrer un petit peu dans cette méthodologie-là. Donc, très concrètement, on a travaillé sur 3 axes principaux. Le premier, je vous disais, c'est d'avoir fait des choix forts, et particulièrement sur le format et l'organisation de nos formations. Le premier point, c'est qu'on a décidé de revoir complètement le séquencement de nos formations. Plutôt que de, je le disais, transposer nos formations du présentiel au distanciel. Vous imaginez bien une formation qui dure sur 6 ou 7 heures dans la journée, vous le transposez en distanciel, c'est extrêmement compliqué de maintenir l'attention, la concentration des stagiaires. Donc nous, on prend tout de suite le parti de morceler cette organisation et de travailler en séquences plus courtes. Également, on va revoir complètement la dynamique théorie-pratique. Plutôt que d'avoir des gros blocs de théorie, des gros blocs de pratique, qui pareil sont plus compliqués pour générer vraiment de l'interactivité avec les stagiaires, on va travailler en tout petits blocs. Et on va faire une partie théorie directement suivie de pratique, et on va alterner comme ça ces périodes beaucoup plus fréquemment. Également, on a rajouté beaucoup plus d'activités, beaucoup plus d'interactivité au sein des formations. Donc, je parlais de bloc théorie, bloc pratique. En fait, on a intercalé un 3e entre les deux. C'est-à-dire qu'à chaque fin de théorie, on rajoutait vraiment de la gamification, des quiz scénarisés, tout un tas de ressources de ce type pour créer davantage d'interactivité, pour s'assurer que tout le monde suit. On revalide toujours par un exercice et on recommençait à la boucle. Donc ça a vraiment fondamentalement changé la façon dont on abordait, nous, la formation et aussi l'expérience collaborateur. On a également fait le choix d'enrichir encore plus notre offre pédagogique, donc de rajouter des contenus qui n'existaient pas lorsqu'on faisait de la formation présentielle. Donc ça a été également un gros travail sur ces derniers mois de 2020 pour pouvoir vraiment livrer ce package tout à fait complet pour les déploiements à venir. Un autre gros travail, ça a été, je le disais un peu en substance, de vraiment développer au maximum l'interactivité avec les stagiaires. L'objectif qu'on avait en tête, c'était de retrouver les conditions du présentiel, ou si ce n'est faire encore mieux que ce qu'on pourrait avoir en présentiel. C'est que ce soit une expérience, quoi. Voilà. Éviter justement ce syndrome un peu cours magistral où on me déroule une formation descendante, on veut vraiment créer du lien avec les stagiaires. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a systématisé la co-animation. Je parlais brièvement tout à l'heure des utilisateurs clés. Donc, je rappelle, des collaborateurs des filiales à déployer qui sont formés en avance de phase. Et bien, en fait, ces utilisateurs clés sont venus en formation pour créer vraiment un binôme de formateurs. L'intérêt, c'est que notamment sur les parties pratiques, ça nous a permis de diviser les groupes de formation en 2 sous-groupes. Et tout simplement de reproduire les conditions en présentiel. Vous imaginez, vous avez 8-10 stagiaires qui manipulent un outil informatique. Lorsque vous êtes dans une salle, vous pouvez passer derrière les écrans et les corriger, prendre en main la souris, le clavier. À distance, c'est beaucoup plus compliqué.
Donc le fait de faire ça nous a donné beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de facilité pour les accompagner. Et un autre élément, c'est qu'on a systématisé le partage et la prise en main des écrans à distance, encore une fois, vraiment pour répliquer ces conditions du présentiel. Et ça a été clé pour la qualité des formations et pour vraiment l'acquisition des connaissances et la prise en main par les stagiaires. Un autre élément, c'est qu'on a aussi rajouté tout un tas de petites touches pour vraiment jalonner nos formations. Donc, un des exemples, c'est qu'on a gamifié un peu la prise de parole. On avait créé, par exemple, une espèce de roue de la fortune, et du coup, à intervalles réguliers, on lançait une petite session interrogative pour justement casser un peu ce rythme-là. Et ça, c'est un très bon exemple. Il se trouve qu'à l'origine, c'est une initiative individuelle d'un ou plusieurs formateurs qui ont pu se généraliser. Et on a eu plein de petites choses comme ça qui ont pu se développer. Et ça, finalement, ça a pu se faire grâce à la qualité du dispositif et à l'animation de l'équipe de formateurs. Et finalement, c'est notre troisième axe qui était vraiment clé. Il faut avoir en tête que sur des gros déploiements, donc je citais tout à l'heure le déploiement de janvier 2021, plus de 3000 collaborateurs, je vous le rappelle, on avait une équipe de 36 formateurs qui forment quasiment tous les jours sur une période de 2 mois. Donc on est vraiment sur un dispositif qui est très dense. Pour s'assurer que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, on avait chaque jour un débriefing par domaine métier avec tous les formateurs pour s'assurer, est-ce qu'on est bien en ligne, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut régler dès la prochaine séquence. À noter quand même qu'on avait un sacré challenge parce qu'on n'a pas vu les formateurs. On a vu les formateurs à aucun moment, en fait. On les a montés en compétences à distance. Pendant le confinement. Pendant un des confinements, parce qu'en novembre 2020, on a été confinés. Et ensuite, ils ont assuré toutes les formations depuis chez eux, avec des stagiaires qui étaient aussi à distance. Donc là, c'était le challenge de ne pas les rencontrer. On a certains qu'on connaissait puisqu'ils nous suivent depuis quelques années. Hein. Mais voilà, c'était un sacré challenge de pouvoir justement avoir cette équipe de formateurs formés à distance, qui eux-mêmes forment à distance, de réussir le déploiement et de ne pas avoir de gros soucis à l'ouverture avec de la reformation derrière. C'était un sacré un challenge. C'est très juste ce que tu dis, ils ont été mis en condition, en fait, ils ont été formés directement dans les conditions du direct. Le deuxième point, c'est qu'on a systématisé également des débriefings hebdomadaires avec chaque filiale pour faire finalement la synthèse de la semaine et déjà travailler quelques indicateurs de suivi qui pouvaient être le taux de participation, la moyenne de résultats au quiz, parce qu'on avait un questionnaire pour s'assurer de l'acquisition des connaissances. On avait aussi un quiz sur la partie satisfaction. Voilà. Est-ce que les stagiaires étaient satisfaits du formateur, du contenu de la formation, etc. Et vraiment, ça nous permettait de traiter tous les sujets et encore une fois, d'enclencher vraiment cette logique d'amélioration continue. Dès qu'il y avait un sujet, il était traité soit pour le lendemain, soit pour la semaine suivante. On était toujours dans cette réactivité-là. Et le dernier point, c'est qu'on avait également un suivi de proximité tous les jours de formation en cas vraiment de soucis ou d'impossibilité pour un formateur de maintenir sa session. Donc on avait un système de backup. C'est-à-dire qu'on avait tout le temps une solution pour maintenir la session si jamais un formateur ne pouvait pas l'assurer ou éventuellement légèrement la décaler. Mais en tout cas, le distanciel nous a donné cette flexibilité. On était capable de le faire en présentiel, mais vous imaginez que c'est beaucoup plus compliqué. Si mon formateur à Bordeaux est malade et puis en fait mon backup est à Lille, il faut qu'il prenne un avion, donc on va pas conserver la session aujourd'hui. Donc non, ça a été vraiment clé pour tenir le planning et vraiment maintenir nos objectifs. Ouais. Merci Robin. Stéphanie, est-ce que tu peux nous faire un retour, ce que tu retires justement de ce passage du présentiel au distanciel? Le bilan, c'est qu'on a en janvier 2021, enfin même sur toute l'année, puisqu'on a 2 périodes de déploiement, en principe, on déploie en janvier et en juillet. Donc on a déployé 15 pays sur l'année 2021, avec des pays en Europe, puisqu'on avait la Suisse, on avait des implantations en Afrique et en Asie, donc on avait aussi à gérer les décalages horaires.
pour les formations, ce qui était aussi un challenge pour les formateurs. Un peu plus, hein, toujours plus. Et en même temps, pour chaque déploiement, ce que présentait Robin tout à l'heure, c'est qu'on fait des analyses d'écart et des cadrages, puisque dans chaque pays, on va avoir des particularités, que ce soit métier, mais aussi fiscales, réglementaires, qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, nos supports sont à chaque fois aussi revus avec ces particularités avant d'être dispensés aux collaborateurs. Et après, donc le bilan après 2 ans de crise sanitaire et la mise en place de ce niveau de dispositif, c'est que depuis janvier 2020, on a formé 92% de nos collaborateurs qui ont été dans les phases de déploiement en mode distanciel. Ça s'est beaucoup généralisé. On est vraiment à la marge sur les 8%, sur des publics très spécifiques où on a testé, mais l'idée, c'était vraiment de garder ce dispositif qui fonctionne bien avec les aléas. Voilà, le climat, enfin, la situation est incertaine. Donc, à chaque fois, on a voulu sécuriser notre dispositif en préservant le distanciel. Ça n'a pas été facile avec nos opérationnels qui ne comprenaient pas forcément nos prises de position. Mais bon, en prenant un peu de recul et en leur expliquant de façon objective la situation, finalement, ils se sont rendus compte que c'était une bonne option. Et si on regarde depuis 2017, en fait, ça représente 43% de nos stagiaires qui ont été formés, puisque les vagues de déploiement, là, depuis 2020, se sont accélérées. On a eu des gros périmètres. Donc, plutôt une réussite et un soutien aussi de notre hiérarchie, enfin de nos managers des différentes filiales sur ce dispositif. Donc, en termes de résultats, on est plutôt sur des résultats, on va dire, rassurants. Les prises de position qu'on a prises avec Axis se sont avérées positives et on a pu atteindre nos objectifs. Le premier point, c'est le maintien de la qualité de nos formations. Parce que en ayant adapté tout le dispositif tel que vous l'a présenté Robin, finalement, on garde le lien avec le stagiaire. Donc la formation elle est différente, mais il y a toujours ce lien. Ce qui est important, c'est que le collaborateur il découvre les process, mais il puisse manipuler dans l'outil, et les formations permettent de manipuler et d'acquérir des compétences sur les nouveaux outils. Donc ça, c'était vraiment un point très important pour nous. Et on voit qu'à l'ouverture, on a une équipe de support dédiée et les demandes n'ont pas explosé avec ce dispositif. On avait renforcé, on a renforcé partout, mais finalement, avec les dispositifs qu'on a, ça se passe très bien. On arrive à passer dans les plannings de déploiement, puisque nos formations, le planning n'est pas distendu. Finalement, ça se passe. On se retrouve avec des plannings cohérents avec nos déploiements. On se rend compte aussi qu'on a une baisse des coûts de formation, puisqu'on a une partie logistique finalement qui n'est plus nécessaire, puisqu'on n'a plus les déplacements, on n'a plus la location de salle, on a aussi moins de backup, parce que finalement on se rend compte petit à petit qu'on a moins d'aléas, hein, ce que disait Robin. On avait des backups quand on était en formation présentielle, mais effectivement si le formateur il est à Lille, le temps qu'il arrive, on décale de toute façon la formation d'une journée ou de 2 jours. On n'a pas le choix, alors qu'en distanciel, finalement, peut-être la décaler d'une journée, et encore, des fois, c'est 1 heure parce que le formateur, il est prêt et il se connecte parce que son collègue ne peut pas. Un des points qui a été remonté, qui était vraiment bien perçu par nos stagiaires, c'est la possibilité de maintenir l'activité en parallèle. Le fait de faire les formations en demi-journée, surtout quand parfois on a des formations longues qui durent sur plus d'1 semaine, leur permet de pouvoir quand même travailler le matin ou l'après-midi et de ne pas de prendre trop de retard dans leur activité au quotidien. Ça, c'est vraiment, ça a été quelque chose qui remonte, de très positif et qui nous a été remonté assez régulièrement. Dans les points de vigilance, on va dire, on dépend là par contre des aléas techniques. C'est sûr qu'on a une plus grosse dépendance. On a dû équiper des collaborateurs d'ordinateurs quand on était en phase de confinement, puisque tout le monde n'avait pas forcément des ordinateurs portables. Donc ça, il a fallu aussi équiper. S'assurer que les collaborateurs avaient des bonnes connexions Wi-Fi, parce que tout le monde n'a pas forcément. En plus, là, on était sur 15 pays. Donc, en Afrique du Sud, on a eu quand même quelques aléas avec des coupures de courant, de réseau réguliers.
Donc ça, les formateurs ont dû gérer aussi toutes ces parties-là, même ces côtés collaborateurs, mais aussi côté formateur. Hein. Ça nous est arrivé d'avoir des aléas techniques aussi de ce côté-là. Effectivement, on perd un peu le lien social et de proximité, puisque dans une formation, tout le monde se retrouve dans la même salle. Chez Colas, la formation, c'est un marqueur important, et on a cette notion de la convivialité lors de nos formations qui est très importante. On déjeune ensemble, on a les pauses. C'est vraiment le lien social. Comme on est nationaux voire internationaux, c'est aussi pour les nationaux de rencontrer des collègues qui sont de toute la France. Donc effectivement, ça on l'avait moins, mais finalement, tel que les formations ont été repensées, il y avait quand même de l'animation des formateurs, des petites musiques, des jeux. Donc, finalement, c'était plutôt un bon point. Et ça s'est bien passé. L'autre point, c'est aussi que ça demande un investissement de départ, de repasser du présentiel au distanciel, parce que on prend pas les supports de formation et on se dit bon bah ce matin je fais la moitié de mon support, demain je ferai. En fait, il faut repenser toute la pédagogie, le découpage des modules. Donc c'est vraiment un investissement. Et puis il y a aussi tout l'aspect technologie derrière, parce que nos collaborateurs sont pas habitués. Chez Colas, hein, on est sur des métiers très techniques, donc nos collaborateurs ne sont pas habitués à travailler avec Outlook et des systèmes de visioconférence tous les jours. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre aux collaborateurs à accepter une invitation dans Outlook, il faut lui apprendre à utiliser Microsoft Teams, comment je fais mon partage d'écran, comment je démarre, comment j'ai mon son, comment j'utilise le chat. On s'est retrouvé dans des cas, par exemple, où le collaborateur avait un PC fixe et finalement, on avait demandé des prérequis, le son enfin, que la personne ait le son et un casque aussi pour pouvoir interagir. Il avait le son, mais il pouvait pas lui interagir. Donc, il a fallu lui expliquer comment il pouvait suivre en posant toutes ces questions dans le chat. Alors justement, on a une question de Philippe qui nous demande si chez Colas, il y a des populations offline, donc qui n'ont pas d'outils informatiques ou qui ont en tout cas, qui sont peu habitués, et comment on les a traités. Donc peut-être tu peux expliquer quelle population. Oui, effectivement. Alors on a le cas dans ce qu'on appelle les équipements, donc c'est tous les chefs d'atelier qui sont plutôt dans les industries aussi parfois, où on va avoir des chefs de poste qui ont des PC fixes. Donc c'est vraiment pour renseigner l'activité du jour ou faire des ventes par exemple. Et puis on a aussi nos chefs de chantier maintenant à l'international qui ont des maintenant commencent à avoir des tablettes, mais c'est vraiment minimum quoi. Donc là, ce qu'on avait demandé en prérequis, c'est qu'ils soient formés et accompagnés justement à l'utilisation de ces outils. Et donc on leur avait en plus, donc ça on a demandé aux filiales qu'ils le fassent, ça a été fait de façon assez généralement. On avait rajouté dans les invitations un petit guide d'utilisation du système de visioconférence, et si nécessaire le formateur en début de formation réaccompagner, réexpliquer le mode de fonctionnement. Mais il y a les personnes qui sont loin de l'informatique, mais on a eu aussi des gens, des collaborateurs finalement qui travaillaient dans des laboratoires, donc plutôt habitués à utiliser l'outil informatique, qui se sont retrouvés en panique devant Teams, quoi. Il a fallu aussi leur expliquer, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, ça on les avait bien identifiés, mais on peut avoir aussi dans nos équipes des collaborateurs qui sont habitués à vraiment utiliser leurs outils, mais quand on les sort de leur zone de confort, en fait, d'habitude, là, ça peut être la panique, et on a besoin d'accompagner, je pense, beaucoup plus de monde que ceux qui sont peut-être loin de l'informatique. D'accord. Si je réponds bien à la question. C'est parfait, je pense. Et donc, voilà. Alors, il y a un point qu'on a voulu aussi relever là sur les résultats rassurants. Quand on s'est retrouvé en confinement, tout le monde était chez lui. On a fait la formation à distance. Voilà. Finalement, on n'avait plus que ça. Finalement, l'activité a été arrêtée en juillet particulièrement. Les chantiers étaient presque arrêtés. L'activité était vraiment au ralenti. Donc, la formation s'est passée dans de très bonnes conditions. Chacun était chez lui, le formateur, le collaborateur, tout le monde a fait ses formations. On avait beaucoup de participation. Il faut se rendre compte que quand l'activité reprend, une formation à distance, c'est comme une formation en présentiel. On a besoin d'avoir le manager qui soit engagé pour que le collaborateur suive sa formation.
Parce qu'on retrouve les problématiques, que ce soit en distanciel ou en présentiel, hein, où j'ai mon activité, peut-être, ma formation, elle passera après parce que mon activité est plus importante. Donc là, on a besoin que ce soit en distanciel ou en présentiel, une forte implication du manager qui dit non, la priorité aujourd'hui, c'est un déploiement, c'est un gros projet, c'est ton outil de demain, et là, il faut que tu sois à la formation. Et après, on va s'organiser pour que ton activité se fasse. Ça, c'est un autre volet à traiter, mais c'est important de le comprendre. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le distanciel, on a le même accompagnement à faire. Voilà sur les résultats rassurants. Donc, avec cette expérience du distanciel, finalement, ça a été aussi un accélérateur à ce moment-là du modèle blended, puisque aujourd'hui, notre réflexion a beaucoup évolué. On avait déjà lancé un projet sur la formation de nouveaux arrivants, parce que dès qu'on a formé nos collaborateurs dans le mode déploiement, on nous a dit « Oui, mais on a des nouveaux arrivants, comment on les forme à nos process et à nos outils ?» Là, il y a une réflexion qui a été lancée dès 2018 pour réfléchir et voir comment on pouvait accompagner les nouveaux arrivants, avec la volonté de faire quelque chose d'assez flexible, voilà, accessible pour les nouveaux arrivants. Donc, on avait créé une boîte à outils pour les équipes travaux. Et finalement, quand la crise sanitaire est arrivée, ça nous a servi. On avait les travaux le domaine travaux qui était déjà créé. Donc, on avait une boîte à outils d'arrivée du collaborateur qui était un e-learning avec des fiches utilisateurs, des tutoriels. Et donc, ça, on l'a mis à disposition pour nos nouveaux pour les déploiements. Et donc, on l'a généralisé, en fait. On l'a généralisé, surtout que notre mode de déploiement a changé entre la France et l'international. En international, on arrive et on déploie les 8 outils en même temps. Donc, c'est encore plus un gros changement. Et donc là, il faut vraiment réexpliquer tous les process et les outils. Donc, en avance de phase, on fait comme de nouveaux collaborateurs. On va leur présenter on leur demande de faire des e-learning, qui présentent des process, des outils. Et ensuite, ils viennent en formation. Et là, on les fait pratiquer et on rentre dans le détail des process et des outils. En complément, ils ont également de la gamification. Hein. On a sur certains modules du business game. Hein. C'est un jeu vidéo où le collaborateur va faire son chantier. Il va tout au long de son chantier devoir répondre à tout un tas de questions. Donc, il va préparer son chantier, faire son suivi des travaux, faire ses achats, tout ce qu'il y a à faire dans un chantier pour gérer son projet. Donc, c'est assez ludique, c'est très bien perçu par les collaborateurs aujourd'hui pendant les séances de formation. Et en complément, post-formation, ils ont accès à des tutoriels, que ce soit des fiches utilisateurs ou des tutoriels vidéo qui complètent cette formation. Et donc ça, on l'a que ce soit en mode pérenne ou en présentiel, pendant le déploiement. Et ce qu'on avait fait juste pour les travaux la première année en 2020, aujourd'hui, on l'a sur tous nos domaines. Donc, et on l'a déployé avec l'Angleterre. On l'a testé en live pour l'Angleterre en janvier. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on déploie, on arrive avec un kit qui est pour le déploiement, les collaborateurs qui sont déployés, et aussi pour nos nouveaux arrivants. Ils ont leur kit pour la formation des nouveaux arrivants qui arrivent. C'est devenu le nouveau standard. Voilà, c'est devenu le standard. Finalement, là où on se disait, en déploiement, on sera plutôt sur la formation présentielle et en vie courante, pour les nouveaux arrivants, on sera plutôt sur du blended. Finalement, les deux se sont rejoints. Et aujourd'hui, on est sur un modèle vraiment blended qui convient à tout le monde. Donc, là, aujourd'hui, on est en français et en anglais. Okay. Et il va se poser aussi les autres langues. Voilà, c'est la question des autres langues. Donc, voilà, merci Stéphanie pour ce témoignage. Je pense que c'était vraiment intéressant de présenter l'évolution du process et aussi le changement de maturité par rapport à l'accompagnement du changement et donc l'évolution régulière et la boucle d'amélioration dans laquelle vous vous êtes mis. Et puis le fait de savoir profiter
je dirais, enfin, de transformer les contraintes en opportunités. Oui, ouais. On a quelques questions. Alors, Philippe nous a répondu. En fait, sa question portait plus sur des personnes qui n'ont pas du tout d'outils informatiques, puisque chez lui, ça représente 70% de la population. Alors, ce qui n'était pas le cas sur ce projet-là, puisqu'en fait, la vocation était de former à des nouveaux process et des nouveaux outils. Oui. Donc, on était sur des collaborateurs, enfin, on avait en cible des collaborateurs qui étaient déjà outillés. Ou alors, on peut avoir quelques personnes qui n'étaient pas, mais qui là, allaient le devenir. Qui allaient le devenir. Et donc là, on a dû pour ceux qui n'étaient pas, on a dû les équiper, les accompagner en avance de phase. Alors, cette partie-là, nous, on ne l'a pas traitée. C'était traité directement par la filiale avec les responsables formation de la filiale. Nous, on leur a proposé, on les a alertés, comment dire, quand on reprend sur le projet, on a une grosse phase d'identification des populations informées. Donc, à partir du moment où on identifie les populations informées, on vérifie que les collaborateurs ont des adresses mail et des ordinateurs. On demande, c'est un gros travail qu'on fait avec la filiale. Donc ça, ce travail-là, il est fait 6 à 9 mois avant le déploiement. Donc, c'est à partir de ce moment-là, quand on identifie que le collaborateur n'a pas de PC, on demande à ce que la filiale l'équipe et le monte en compétence pour pouvoir suivre nos formations. Donc, aujourd'hui, il faut voir que le projet Copernic, c'est un travail bipartite. On n'est pas tout seul de côté des équipes projet Colas Digital Solutions. On travaille avec la filiale. Il y a l'équipe projet, elle est bipartite. Et donc, on a des responsabilités les uns et les autres pour que les formations se passent le mieux possible. Donc, effectivement, il n'y avait pas ce cas chez Colas. Toutefois, Philippe, si vous voulez d'autres retours d'expérience, on sera à votre disposition post-webinar sur ces populations non outillées. Deuxième question de Jeanne qui demande quel outil digital de formation vous avez utilisé. Alors, en outil digital de formation, ça dépend. Si c'est pour le suivi des personnes conformes, ou si c'est pour la formation, l'animation, c'était Teams, on était sur Teams. On s'est posé la question sur d'autres outils, mais finalement, on est resté sur Teams. On arrive à faire du partage d'écran sur Teams. Oui, qui vous a permis de faire du partage d'écran, du sous-groupe. Mais tu veux peut-être répondre aussi. On a presque eu de la chance parce qu'il y a eu des nouvelles fonctionnalités de Teams qui se sont déployées sur les 2 dernières années, qui sont arrivées pile au bon moment pour nous, parce qu'effectivement, on avait commencé à regarder d'autres solutions du marché. Et nous, on est parti là-dessus parce que ça faisait effectivement du tout en un. Ouais. Parce qu'on avait regardé d'autres solutions où on pouvait avoir du multi-partage d'écran, parce qu'effectivement, quand on fait du partage d'écran, on peut le faire qu'avec un seul collaborateur, ou après, il y a des techniques un peu. Mais, donc, on le fait avec un seul collaborateur. Mais d'un autre côté, on avait regardé pour des outils où vous pouvez avoir le partage d'écran avec 4, par exemple, les écrans de 4 personnes. Ce qui est assez qu'au bout d'un moment, le formateur, les écrans sont petits, il aurait fallu équiper les formateurs de grandes télé, quoi, des écrans géants. Bon, là, c'est pour 36, c'était un peu compliqué. Donc, finalement, Teams, c'était le mieux adapté et voilà, vous avez réussi à jongler avec les différents stagiaires. Donc, ça, c'est la solution qu'on avait pour les formations en ligne. Après, sur les e-learning, on est plutôt sur notre plateforme LMS. On a Talentsoft chez Colas. On est allé, on a utilisé, des outils comme pour faire les e-learning, c'est du Story. Non, c'est Storyline. Oui, après la conception, c'est différent. Après la conception, voilà. Et on avait pris aussi un outil de gestion de la formation logistique, puisque quand vous avez près de 3000 collaborateurs à suivre, là, c'était compliqué sur un tableau Excel. Découpé en petites séquences. Découpé en petites séquences, c'est clair. Là, on avait Training Orchestra pour nous aider. Donc, qui gère les convocations, l'émargement, etc. Alors, on a 2 systèmes parce qu'on avait Training Orchestra qui nous gérait l'envoi des convocations et puis Teams, Outlook pour l'envoi des invitations quand même dans les agendas. Ça a été aussi pour beaucoup, la formation a beaucoup évolué aussi sur la partie logistique parce qu'il y a 2 ans, c'est propre à Colas, mais
on était encore à recevoir nos convocations par papier parfois, ou dans la boîte mail quand même, on était parti à la boîte mail. Mais les agendas Outlook n'étaient pas utilisés. Ouais. Et en un an, on nous a dit non, mais il nous faut les invitations dans les agendas. Et ça a été aussi un peu un casse-tête. Bon, après, avec oui, mais en fait, aujourd'hui, au bout de 2 ans, les filiales c'est qu'on déploie là maintenant, celles qu'on a déployées il y a 2 mois en janvier, on se rend compte qu'il y a un bond en avant sur la maîtrise d'Outlook, d'Office de manière générale. Donc c'est un vrai gain. Oui, on a fait un bond, pour Colas, c'est un bond en termes d'adoption digitale, ça c'est clair, pour beaucoup. On a eu deux, voilà. On a finalement deux objectifs où on a deux en un, voilà. La transformation process qui est un long chemin, et puis la transformation digitale aussi. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. C'est une question de Nina. Ah, je ne la vois pas. Alors, il y a Nina qui demande un petit peu. Ah, ça y est, voilà, pardon. les arguments. Ah oui, pardon. Les tutoriels. Alors, Nina nous dit qu'elle a du mal à convaincre sur le fait qu'il faut dédier du temps à la formation, qu'il est nécessaire de mettre du présentiel même dans le distanciel, donc du synchrone en fait versus du asynchrone. Et quels sont les top 3 des arguments qui font que vous arrivez à convaincre de passer au blended learning? En fait, ça a été une demande dès le départ quand on a construit notre pérenne, le blended learning. C'est-à-dire qu'on a fait des ateliers. Alors, en fait, il y a une démarche, la maturité à évoluer. Parce que au départ, il y a eu quand même cette volonté. On a fait un atelier de cadrage au départ sur notre terrain pour savoir ce qu'on voulait exactement. On ne s'est pas lancé dans la formation pour les nouveaux arrivants comme ça. Donc, on a eu une réflexion avec des chefs de projet Copernic, des représentants de chez Colas SA et des représentants de notre filiale, pour comprendre ce qu'on voulait faire de mode pérenne. Quels étaient aussi, on nous a ouvert aussi sur quels étaient tous les dispositifs qui existaient aujourd'hui. Donc, on a eu des ateliers aussi de réflexion sur ces sujets-là, comment la formation avait évolué depuis ces dernières années. Et donc, en fait, comme je n'étais pas toute seule, en fait, on était un groupe d'une dizaine de personnes. Petit à petit, en fait, le fait de voir ce qui se faisait, l'intérêt du e-learning, nous a permis de dire, aujourd'hui, le mode pérenne, comme on a besoin d'avoir rapidement de la formation pour nos nouveaux arrivants, et là, c'était vraiment sur le territoire national. On est nationaux, on n'a pas 10 personnes qui arrivent tous les mois dans chaque filiale sur chaque domaine. Donc, il faut que notre collaborateur, il ait rapidement accès à l'info pour comprendre nos process et qu'il ne soit pas formé, voire déformé par son collègue qui a pris des mauvaises habitudes. Donc, finalement, là, il fallait la boîte à outils. La boîte à outils la plus simple, c'est le e-learning. Et on a innové, parce qu'on est parti sur du e-learning gamifié, où on rentre dans une histoire où on construit des routes sur Mars. Voilà. On sort complètement le collaborateur de son environnement, parce qu'on avait peur, en fait. On s'est dit, si on commence à construire des routes, il y en a un qui va me dire, ah bah oui, mais en milieu rural, c'est pas comme ça, montagne, c'est pas machin. Enfin, on a dit, on va le sortir complètement. Donc, on rentre par ce prisme de, je construis une nouvelle route, comment ça se passe, quels sont mes process. Donc ça, en fait, c'est ça, c'est que, voilà, on est parti avec une équipe, et c'est ça qui a permis de construire ce mode pérenne et de l'accepter, en fait. J'aurais proposé ça toute seule. Un embarquement et une acculturation d'un groupe de personnes. Et ça a été un point clé. Oui. Et après, on a tout travaillé avec eux sur tout le discours et surtout la construction des e-learning. Donc, en fait, ils étaient aussi porteurs. On avait les directeurs, on avait un comité de pilotage avec des directeurs chez Colas SA, des équipes terrain, et donc ce qui fait qu'ils ont été aussi ambassadeurs. J'étais pas toute seule pour porter ce projet-là. Et petit à petit, en fait, on s'est aperçu que ça fonctionnait et qu'on pouvait, avec la maturité, aller vers les déploiements avec cette offre. Finalement aussi, chez Colas, plus ça va, plus on a aussi des e-learning sur différents sujets.
Donc, ce qui fait aussi que c'est plutôt demandé, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est que finalement, au fur et à mesure, tout le monde s'est pris au jeu. Parce qu'il y a quand même cet effet waouh, cet effet moderne, plus innovant de la formation, qui a conquis le management et qui a conquis les pilotes, les équipes, qui fait que ça s'est assez vite propagé dans les équipes. Oui. Il y a un élément important pour moi, c'est qu'avant d'avoir peut-être le top 3 des arguments, c'est de se demander à qui on fait du blended en fait. Il faut qu'il y ait un volume qui soit suffisant pour qu'il y ait quand même cette forme de retour sur investissement, puisqu'il y a un petit coût de départ. Bon, après, le coût peut être plus ou moins élevé en fonction des solutions qu'on choisit, mais c'est important de savoir à qui on le fait et s'il y a suffisamment de population concernée. Et ensuite, les arguments, je dirais, vont dépendre aussi de l'entreprise, de la maturité et de ces populations-là. Mais quelque part, l'acculturation de l'entreprise vers ces solutions plus digitales de formation, vers cette évolution de la pédagogie, c'est un des points clés. Le deuxième, c'est quand même, qui pour moi est un argument de poids, c'est que ce serait dommage de laisser une entreprise à la traîne sur la pédagogie et chacun a besoin d'être attractif pour ses collaborateurs, pour ses nouveaux arrivants. Et donc, dans le blended, il y a cet effet waouh quand même, puisque là, quand on parle de blended, maintenant, on parle vraiment de solutions qui sont plutôt sympas avec de la gamification, de la base simulée pour faire des exercices. C'est des choses qui sont vraiment interactives aujourd'hui. Donc, ça constitue des arguments non négligeables. Je ne sais pas si on a le temps encore pour d'autres questions, Caroline. Oui, on peut encore prendre 5 minutes. Alors, une question de Nassira sur les tutoriels et en quoi ils consistaient. Donc, ça, j'imagine que c'est les ressources pédagogiques complémentaires dont vous avez parlé. Oui, même que ce soit dans le mode blended où on en avait également dans le package de départ. Simplement, nous, là, ce sont des captations vidéo. Donc, c'est une vidéo de quelques minutes qui va répliquer, en fait, un pas à pas dans un outil. En tout cas, là, c'était notre sujet, avec une voix off, en fait, quelqu'un qui décrit ce qu'il est en train de faire, et puis voilà, un certain nombre d'effets visuels. Mais c'est en fait un manuel utilisateur, mais animé. D'accord. Par process. Alors, soit on l'a en vidéo, soit aussi on en a une grande partie, parce qu'on n'a pas tout fait. On a une partie en papier, en fait, en PowerPoint, qui donne, vous avez les captures d'écran et ça vous dit à chaque fois comment faire votre process. Je veux passer une commande dans mon outil d'achat. Voilà, comment je fais, pas à pas. On avait aussi une question de Valérie A, qui demandait si vous aviez été accompagnée sur la transformation de l'ingénierie pédagogique. Donc oui, par Axis. Nous avons été accompagnés par Axis. Alors le coût supplémentaire, je ne suis pas sûre que tu donnes des éléments de coût. Non, après, il faut se rendre compte de la taille du projet aussi. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, moi, quand je suis arrivée en 2017, le projet Copernic, c'était 100 personnes sur le projet. Donc, voilà. Donc après, sur l'ingénierie pédagogique, oui, de toute façon, on a eu 30 parcours de formation à déployer. Donc, il faut que derrière, les équipes d'ingénierie pédagogique qui viennent de chez Axis, voilà, s'imprègnent de notre façon de fonctionner pour pouvoir construire un parcours. Et la dernière partie de la question, c'était faites-vous du e-learning? Donc oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est notre voyage sur Mars. Donc voilà, alors vraiment accès process. Voilà, accès process. Comment je construis quels sont mes process pour construire ma route? Très bien. Là, je pense qu'on a balayé l'ensemble des questions. En tout cas, merci Stéphanie d'avoir participé à ce retour d'expérience. En tout cas, ce projet a été un plaisir. Merci de m'avoir invité. Et c'était un beau challenge. C'était voilà, j'ai apprécié travailler avec les équipes d'Axis qui m'ont également apporté beaucoup. J'ai découvert beaucoup de choses ces dernières années aussi. Merci également pour cet accompagnement. Merci de nous avoir suivis et puis bonne journée. Bonne journée.